Vous le savez, en ce moment, l'international, c'est compliqué. Il y a Trump, il veut piquer le Groenland, enfin acheter, enfin envahir, enfin acheter, enfin négocier, enfin envahir, enfin recevoir gracieusement le Groenland. Et du coup, ça pose la question pour les puissances moyennes, les puissances intermédiaires, qui sont historiquement plutôt alliées aux États-Unis, de qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, notamment, le Forum économique de Davos, c'est un petit peu là où vont se jouer beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on va faire de l'économie mondiale, quelles sont les tendances politiques et économiques du monde, comment est-ce qu'on peut s'entendre entre nous, ou alors est-ce qu'il y a une mésentente et une désunion. Enfin, c'est vraiment le microcosme de toutes les alliances, toutes les allégeances et toutes les orientations un petit peu économiques, générales, etc., etc., etc. Comment on va driver le bétail, le commerce mondial? Est-ce qu'on va continuer dans le libre-échange? Ou alors est-ce que tel économiste au forum économique de Davos a dit que peut-être qu'il fallait mettre un peu plus de protectionnisme raisonné? Alors est-ce la fin de libéralisme? Bref, donc voilà, donc le Forum économique de Davos, c'est un petit peu un espace qui est assez intéressant à étudier parce que c'est là où beaucoup de discours politiques peuvent nous donner une indication un petit peu sur l'état des équilibres mondiaux. Et notamment, donc voilà, donc le Forum économique de Davos, c'est donc là notamment où Macron a choqué le monde avec ses lunettes d'aviateur parce que oh là là, il a un problème à l'œil, du coup il met des lunettes de soleil et comme par hasard, il a choisi les lunettes Top Gun de gros bras qui va changer le monde en mode Terminator ou je sais pas quoi. Bref, c'est voilà, donc c'est les fameuses images où vous voyez Macron avec ses putains de lunettes de soleil, etc. Mais bon, surtout, il y avait un truc important qui s'est joué finalement dans ce forum de Davos, c'est que donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment Trump est dans une radicalisation de son imposition, de l'imposition de son hégémonie notamment économique. On l'avait avec le Venezuela et le pétrole, où Trump est de plus en plus décomplexé pour dire que oui, globalement, il est prêt à envahir des pays pour choper du pétrole et que tout est affaire d'économie et que en fait, non, vous inquiétez pas, quand on parle d'intérêt stratégique pour la défense américaine, on parle de l'économie. Donc l'économie des autres, c'est notre intérêt stratégique à nous. Donc je sais pas, l'économie de l'Europe, ce que l'Europe décide économiquement, c'est le problème des Américains. Donc voilà, c'est le comment dire, Trump a enclenché une phase, on va dire, de l'impérialisme américain où on ne se cache plus derrière les faux semblants habituels. C'est-à-dire qu'avant, on savait très très bien que lorsque l'Amérique parlait des intérêts vitaux de sa nation, ça parlait des autres. C'est-à-dire que les intérêts vitaux des États-Unis, ça a toujours été le monde entier. Les États-Unis, ça a toujours été, enfin pas toujours, il y a un moment où ils étaient un peu plus isolationnistes, etc. Mais en tout cas, depuis 45, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont défini leur intérêt économique domestique comme se confondant avec ce que font les autres pays. Donc ça, on le sait depuis assez longtemps. Mais jusqu'ici, on se cachait un petit peu derrière des faux semblants, des principes un peu gentils, de règles, de droits, de doctrine économique, d'alliés, d'amitié, de est-ce qu'on est amis avec les États-Unis, du coup on va leur vendre notre cul, enfin bref. Et donc, Trump a enclenché une nouvelle phase un petit peu de cet impérialisme-là, en lâchant complètement tous les faux semblants, en disant non, non, on va plus faire semblant qu'il y a un intérêt supérieur du monde entier, on va plus faire semblant qu'on est main dans la main avec le monde et qu'on a des amis ou des alliés. On n'a ni amis ni alliés, on a que des clients et c'est vous nos clients et vous allez faire ce qu'on vous dit, sinon on vous pique le Groenland. Et donc voilà, donc tout comment dire, le rapport de force en ce moment qui se joue autour du Groenland, c'est un petit peu, en tout cas c'est mon analyse, parce que rappelle que les États-Unis ont déjà beaucoup de bases militaires américaines partout au Groenland. Donc ça leur sert à quoi de faire les gros bras en disant ouais, on va annexer le Groenland, etc. Je peux parfaitement me tromper, hein, peut-être que je vais me tromper et que dans quelques mois je vais dire bon, en fait je me suis gouré, il voulait vraiment prendre le Groenland et bah du coup voilà, c'est bon, il l'a pris, bref. Enfin, en tout cas, moi, mon analyse sur le Groenland, c'est que c'est surtout un rapport de force que nous impose Trump et que nous imposent les États-Unis pour tester jusqu'à quel point on est prêt à se plier à la moindre de ces demandes. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait eu les premiers épisodes de tarifs douaniers que Trump a imposés une fois qu'il est arrivé au pouvoir, etc. Il a dit je vais mettre des tarifs partout, comme ça va bénéficier mon peuple, et que les États-Unis étaient trop cons pour pas se rendre compte que ça allait juste se transformer en une désaugmentation de prix absolument partout pour les trucs qu'ils achètent, mais bref. Et à cette période-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'Europe avait un petit peu vendu son cul. C'est-à-dire que Trump, il était en mode je vais mettre des tarifs douaniers. Alors déjà, il y avait la question de bon, Trump, il commence à mettre des tarifs ici, ensuite à les enlever, et ensuite à dire en fait non, je vais remettre des tarifs un petit peu moins élevés, etc. Enfin bref, on n'avait pas compris. Et à ce moment-là,
sais pas si vous vous rappelez, mais l'Union européenne avait le choix, c'est-à-dire que tu pouvais très bien imposer des sanctions douanières en retour, dire bah très bien, vous nous mettez des sanctions douanières, on vous met aussi des sanctions douanières, comme ça c'est donnant-donnant. Ou alors l'Europe pouvait très bien décider de du coup restreindre ses exportations, de se dire vas-y on va décider d'autres débouchés. Et en réponse, tout ce que l'Europe a fait, c'est en fait accéder à certaines demandes qu'avait Trump à l'époque et en gros accepter de subir du coup ce genre de tarifs douaniers. Et donc, Trump, il sait que l'Union européenne, et d'ailleurs travaille assez activement à la désunion de l'Union européenne. Il sait très bien que l'Union européenne est divisée, elle est affaiblie, déjà affaiblie aussi par la présence de la guerre sur son continent, avec l'Ukraine qui fait un petit peu paniquer tout le monde, avec les intérêts économiques qui ont toujours été discordants et qui ont toujours été au désavantage globalement de tout le monde dans l'Union européenne, et du coup qui attisent le ressentiment permanent entre les différents États membres, etc., etc. Donc Trump sait et parie sur une Union européenne désunie et sur laquelle il peut faire légèrement de pression, et l'Union européenne va devenir le client parfait qui va dire béni oui oui à tout ce que Trump lui demande. Et donc, dans mon analyse, c'est que du coup, le Groenland fait partie de ces nouveaux coups de pression où Trump menace du coup d'annexer le Groenland, finalement pour négocier les avantages qu'il veut en termes d'accès aux routes maritimes, en termes d'accès au marché européen, notamment parce que ce qui fait chier les États-Unis sur le marché européen, c'est que beaucoup de normes européennes restreignent très légèrement, hein, ça va, mais il y a certaines restrictions dues aux normes européennes à l'importation de certains produits états-uniens, notamment de produits agricoles, mais pas que. Et en fait, un des objectifs des États-Unis, c'est d'avoir dans l'Union européenne leur débouché économique parfait, où ils peuvent nous vendre tous leurs trucs de merde, et comme ça rééquilibre leur balance commerciale et ça leur permet de se refaire un petit peu une santé économique, parce que économiquement les États-Unis en ce moment c'est la merde. Ça c'est ma thèse, c'est ma théorie, j'en sais rien, on verra peut-être dans quelques mois, bref. Mais la question du coup qui se pose en retour aux États de l'Union européenne, mais pas que, hein, aussi à la plupart des puissances moyennes qui sont toutes sous cette coupe-là, hein. Le Canada est aussi largement concerné par ça. Un rappel, Trump, quand il a pris le pouvoir, il disait ah là là, le Canada, ça va être le 51e État des États-Unis, ou 52e, 51e, je sais plus lequel, je sais plus à combien ils sont les États-Unis, de combien d'États ils ont. Donc déjà le Canada aussi, ça fait un petit moment qu'ils sont en mode oh là là putain, va falloir commencer à réfléchir différemment à comment on fait notre business et à comment on pense nos alignements politiques et économiques. Mais du coup l'Europe se retrouve aujourd'hui, après avoir dans un premier temps accepté un petit peu de vendre son cul aux États-Unis en se disant de toute façon c'est nos alliés, et puis on a besoin d'eux pour l'Ukraine, etc., etc. Commence à se poser la même question que le Canada en mode bon, là on est aussi sous la menace d'une invasion militaire, Trump durcit de plus en plus le ton et nous méprise de plus en plus ouvertement. Est-ce qu'on va continuer à s'humilier devant lui, ou est-ce qu'on va rechercher une troisième voie économique, diplomatique, etc., etc., etc. Et c'est un petit peu le sens de ce qui s'est joué en fait au Forum économique de Davos. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on continue dans la voie de l'hégémonie américaine, donc dans quelle mesure en fait est-ce qu'on continue de faire le pari d'être les clients des États-Unis et d'en récolter les dividendes de la paix et de la prospérité, ou dans quelle mesure on rompt et on ouvre une troisième voie, enfin comment dire, d'autres types d'alignements, on recherche d'autres types d'alignements qui nous rendent un peu plus indépendants du grand frère États-Unis. Et donc c'est pour ça par exemple que Macron a dit cette phrase sur les investissements chinois. C'est pour ça que Macron par exemple dans son discours, il a dit nous avons besoin de davantage d'investissements chinois en Europe dans plusieurs secteurs. Welcome. But what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies. Donc là, il a dit, nous, ce dont on a besoin, c'est plus d'investissements directs chinois pour contribuer à notre croissance, pour faire des transferts de technologies, etc., etc. And not just to export towards Europe some devices or products. Donc, et pas juste pour exporter vers l'Europe des produits finis, which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Qui parfois n'ont pas les mêmes standards, ou sont beaucoup plus subventionnés que nos propres outils, etc. Donc voilà, encore une fois, le seum éternel des néolibéraux quand il y a des industries qui sont subventionnées par de l'argent public, qui sont en mode c'est de la concurrence déloyale. Bref. Mais surtout, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que Macron, c'est le visage de l'arrogance européenne qui n'a même plus les moyens de sa propre arrogance. C'est-à-dire que là, Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit hey, la Chine, venez investir chez nous. Et les Chinois, ils sont en mode mais attends, tu te fous de ma gueule ? Pendant des années, vous avez fait que nous chier dessus. Vous avez fait que dire qu'on est vos ennemis, qu'on représente un danger pour vous. Vous nous ordonnez d'investir chez vous de la façon dont vous voulez. Mais vous prenez pour qui en fait ? Là, vous êtes en train de supplier et de ramper à nos genoux. Vous avez rien à exiger de nous en fait. Ce qui est fascinant, c'est que même
Macron, même dans sa façon de supplier la Chine, s'il te plaît, de l'aider à diversifier l'économie des pays moyens pour éviter de uniquement dépendre des États-Unis, il le fait de la façon la plus arrogante et insupportable et c'est absolument pas aidé par ses lunettes de soleil absolument ridicules. Il se plaint que l'État chinois subventionne chez eux, mais il demande des investissements. Oui, il se plaint que l'État chinois subventionne son industrie et il demande à la Chine de subventionner des industries en France. T'es en mode, va niquer ta mère à un moment. Au pire. Au pire. C'est pas comme si t'étais pas en train de gérer plein de dossiers comme ArcelorMittal, etc. Genre, des gros problèmes ou peut-être que t'as qu'à un petit peu plus subventionner ton économie. Bref. La Chine a besoin de vendre ses biens et l'Europe est clairement un débouché important pour eux. Oui, mais la Chine a besoin de vendre ses biens. Et Macron, ce qu'il veut, c'est non, on veut pas des biens chinois, on veut des investissements chinois. On veut que la Chine investisse pour faire renaître nos industries de leurs cendres. Mais il faut peut-être que la Chine a besoin de l'UE pour ses routes de la soie, sauf que c'est facultatif au mieux. Bah un peu, hein. On a eu aussi vu Trump se foutre de la gueule de Macron et rajouter un truc sur le prix des médicaments, j'ai pas compris. J'ai appelé Emmanuel Macron. J'ai écouté son discours hier avec ses très belles lunettes de soleil. Il a essayé de faire le dur à cuire. Enfin, moi, je suis content, c'est que pour une fois, on a un traducteur de Donald Trump qui traduit avec le ton. Ça, c'est bien. Mais voilà, 10 € pour un médicament chez lui. Et je lui dis, toutes les entreprises pharmaceutiques sont chez nous, elles sont d'accord. C'était pas facile, hein, elles sont dures, ces entreprises. Elles s'en tiraient bien avec cette arnaque depuis longtemps, mais ils ont abandonné cette position. Et il m'a dit, non, jamais les pays ne seraient d'accord. Et j'aurais dit, pourquoi? Parce que ils vont, tout simplement, c'est pas possible. On va plus payer. Et donc voilà, et ils sont restés. Nous, on a augmenté petit à petit. On aurait payé 12, 13, 14, 15 fois plus que dans les autres pays, alors que le prix restait le même dans les autres pays. Et j'ai dit non. Il a dit jamais vous arriverez à ce que tout le monde soit d'accord. Mais si, j'y suis arrivé. J'ai commencé par Emmanuel, qui est sûrement dans cette pièce. Je l'aime beaucoup. C'est dur à croire, hein, mais j'aime beaucoup Emmanuel Macron. Je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que vous augmentiez les prix de ces médicaments. Vous passez à 20 $, 30 $. Donc voilà, ça représente une multiplication par 2 des médicaments sur ordonnance. Peut-être multiplié par 3, par 4. C'est pas facile. Non, Donald, je peux pas faire ça. Je dis si, tu vas le faire. 100%. Il m'a dit non. Vous me demandez de doubler les prix des médicaments. Je dis, Emmanuel, vous profitez des États-Unis depuis 30 ans sur les médicaments. Vous devez le faire. Vous allez le faire. Je sais qu'il va le faire. Donc bon, pourquoi je vous mets cet extrait sur les médicaments? Outre la dinguerie, c'est que Trump, pendant le forum économique de Davos, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé son temps, en fait, à insulter les gens, à les mépriser, à faire pression sur eux, à dire non, vous n'allez pas échapper à l'hégémonie états-unienne, vous allez être nos petites putes, vous allez augmenter le prix de vos médicaments, vous allez augmenter le prix de vos trucs, et on va vous imposer notre loi à nous, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que, bon, vous comprenez aussi pourquoi ce forum économique de Davos cette année avait une teinte un petit peu particulière de, bon, le mec, il vient nous chier dessus, chez nous, sur notre continent, en nous disant, ouais, tu vas augmenter le prix de tes médicaments et tu vas rien faire. Et oh là là, il m'a dit que son peuple, il serait pas d'accord, qu'il aille se faire foutre. Pourquoi on fabrique pas nos médicaments? Parce qu'on adore vendre nos industries aux États-Unis, voyons, comme le Doliprane, par exemple, le Doliprane qui s'est barré aux États-Unis. Et là où Trump a de quoi soutenir ses affirmations, c'est que c'est vrai. C'est que les États-Unis nous ont promis pendant des années et des années que si on se pliquait à leurs règles à eux, néolibérales, etc. Bon, les États-Unis, c'est pas les seuls, vous inquiétez pas, les Allemands là-dedans étaient aussi pas mal gratinés là-dedans, quoi. Mais que si on acceptait de globalement supprimer tous nos filets de sécurité, adopter complètement un système mondialisé, libéral, où on bouffait globalement de tous les produits états-uniens qu'ils avaient bien envie de nous vendre, etc., qu'on gagnerait les dividendes économiques, etc. C'est pour ça que souvent quand on dit « Oh là là, mais le ruissellement, personne n'y croit, même les économistes n'y croient pas au ruissellement », c'est d'autant plus dramatique que ce que nous a vendu l'hégémonie américaine, ce que nous a vendu l'hégémon américain, c'est un ruissellement à l'échelle internationale. C'est vous faites comme on le dit, et la prospérité va ruisseler sur vous parce que vous aurez les dividendes de la paix, de la prospérité, etc., etc., etc. Quand ça va être le moment de changer les turbines des centrales nucléaires et des sous-marins, ça va être la même vu que General Electric a récupéré tous les brevets d'Alstom. En fait, c'est ça, c'est que du coup, pendant des années, nos gouvernants, et c'est ce qu'ils continuent de faire, ont vendu aux pièces l'entièreté de notre industrie, aussi parce que ça les arrangeait bien domestiquement pour calmer leur bourgeoisie nationale, pour calmer la bourgeoisie française qui voulait surtout pas avoir à faire face à ses propres travailleurs, etc., etc. Bradé plutôt, oui, ils ont bradé, vendu aux pièces, enfin voilà, quand je dis vendre aux pièces, c'est peut-être pas le bon terme, mais genre ils ont découpé par petites pièces et ils ont vendu les petites pièces globalement.
C'était ce qui s'est fait sur beaucoup d'industries françaises où on n'a pas vendu en bloc le bail, mais on a commencé à détacher une partie de l'industrie, la sous-traiter et après la faire partir entièrement aux États-Unis par exemple, ou alors la faire partir entièrement ailleurs, etc., etc. Pendant des années, on a bradé notre économie, on l'a vendue aux pièces pendant des années et des années et des années. Et résultat, aujourd'hui, Trump, il est en mode, mais c'est trop tard, vous nous avez déjà tout vendu, vous dépendez de nous maintenant, donc vous allez faire ce qu'on vous dit, bien gentiment, bien en silence. C'est pour ça que Macron, il demande des investissements directs de la Chine, parce qu'il est en mode, ah mince, du coup, faut réindustrialiser, mais ça va coûter trop cher et notre bourgeoisie va pas être d'accord, du coup, elle ne sera d'accord que si la thune vient d'ailleurs, parce que notre bourgeoisie ne sera jamais d'accord d'investir notre thune nationale dans le fait de réindustrialiser, parce que eux, ils ont pris un sacré pactole en fait du fait de vendre complètement nos assets. Bref. Et alors du coup, donc bon, parfois les médias français, ils vont nous dire que Macron a été le champion, il a montré une autre voie possible, il a commencé à dire que ouais, il fallait se détacher des États-Unis et il fallait trouver des nouveaux alignements économiques, etc. C'est génial, hein, parce que nous, enfin, c'est pas comme si ça faisait des années qu'on dit ça à gauche, les mélenchonistes, etc., etc. Bon, voilà, enfin, c'est toujours bien d'avoir raison avant tout le monde, mais ce serait bien que quand t'aies raison avant tout le monde, les gens t'écoutent vraiment, quoi, au lieu de traiter d'islamo-gauchiste qui va ruiner la France. Oui, alors que Macron nous vend aux États-Unis depuis 2017. En fait, c'est ça aussi l'hypocrisie du bail, c'est que Macron, il a commencé à faire les gros bras en mode ouais, on va pas se laisser faire, les bullies, c'est fini, les petits harceleurs de cours de récré, nous n'allons pas plier parce qu'ils veulent nous prendre le Groenland, etc. Mais globalement, Macron n'a fait aucun mea culpa particulier, aucun retour critique sur le fait que lui-même a contribué largement à la situation de laquelle Donald Trump peut aujourd'hui largement profiter. Voilà quoi. Mais par contre, le tournant, il est plutôt venu, non pas du côté de l'Europe qui est complètement empêtrée et qui a complètement le couteau sous la gorge et qui, culturellement, dans la culture politique de l'Europe, on est complètement infoutu de tenir sur nos deux jambes, quoi. Mais en fait, finalement, bizarrement, le tournant semble venir du côté du Canada. Donc, comme je vous disais, hein, le Canada qui, depuis un bon moment, est sous les menaces de Trump et commence à se dire, bon, va falloir réfléchir à faire autre chose. Et donc, il y avait le Premier ministre du Canada qui s'appelle Carney, comment ça Mark Carney, voilà, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc, qui a été un petit peu plus incisif dans son discours. Il a été un petit peu en mode, donc si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. De Davos, le Premier ministre du Canada appelle les puissances moyennes à s'unir pour faire face aux forces hégémoniques. Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre du Canada, c'est plutôt lui qui a fait sécession et qui a commencé à dessiner les contours d'une alliance contre-hégémonique, justement. Ce qui est assez marrant, parce que l'idée de contre-hégémonie, c'est un truc que j'ai plutôt vu quand je faisais mes études, du côté de l'Amérique latine, du côté des pays du Sud, etc. etc. Et c'est assez intéressant de voir que le discours, enfin, l'inquiétude face à l'hégémonie et la conviction qu'il faut mettre en place une contre-hégémonie, une alliance contre-hégémonique, commence à arriver dans les fameuses puissances moyennes, donc Canada, Union européenne, etc., 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 ce qui montre une prise de conscience assez large et qui transparaît en fait dans tout le discours du Premier ministre du Canada, une prise de conscience des puissances moyennes, qu'elles sont complètement satellisées et qu'elles ne peuvent plus faire comme s'il suffisait de suivre l'hégémon pour s'en sortir, quoi. Un macroniste a trouvé la solution. Ah bah totalement, oui, bah c'est... Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le discours à la De Gaulle, le discours un peu gaullien, gaulliste, un peu en mode, ah là, il ne faut pas dépendre des États-Unis uniquement, etc., soit venu du Canada, quoi. Bref. Une heure après le discours, il s'est fait bully par Trump, bah, bien sûr. Donc le Premier ministre du Canada appelle les puissances moyennes à s'unir pour faire face aux forces hégémoniques. Dans un discours qui a toutes les allures d'une feuille de route, Mark Carney a invité les dirigeants réunis à Davos à se rendre à l'évidence. L'ordre mondial tel qu'on l'a connu n'existe plus. Et ça, c'était aussi beaucoup de discours et de débats qu'il y avait à Davos. C'est en mode, est-ce qu'on peut faire encore semblant que l'ordre mondial existe, voilà, et qu'on peut encore jouer by the rules en suivant les règles, etc. Ou est-ce qu'il faut acter ici et maintenant que cet ordre n'existe plus, voire qu'il n'a jamais existé. Et du coup, question subsidiaire, qu'est-ce qu'on en fait de ce constat? Intéressant, il a le même constat que JLM. Bah, il a un discours un peu... Il a eu un discours un peu d'autocritique sur comment le libéralisme a amené à ça. C'est assez intéressant. J'ai du mal à capter un truc. Le move de Trump, c'est seul contre tous, mais il est vraiment capable de solo contre tout le monde ou c'est juste un taré d'élu? J'en ai un peu aucune idée. Parce que je sais, enfin, en effet, il essaye de projeter le fait qu'il peut s'en sortir seul contre tous et de dire qu'il a pas d'amis, il a que des clients, etc. Que ça dure. Moi, je pense sincèrement pas que ça va durer. Il va y avoir une isolation progressive. En fait, ou plutôt, et c'est un petit peu la réponse Mark Carney, il ne tient qu'à nous de l'isoler complètement. C'est-à-dire que si à un moment plus personne lui donne l'heure et que
tous les débouchés économiques qu'il espère gratter en menaçant littéralement tout le monde se ferment les uns après les autres. Soit il envoie l'armée et bon, c'est la guerre, tu vois. Soit il finit complètement isolé et il change de ton. Mais parce qu'en fait, la question que pose, j'ai l'impression, Mark Carney, et que n'a pas posé Macron, par exemple, c'est quand est-ce qu'on rentre dans le rapport de force? C'est-à-dire que depuis des années et des années, depuis globalement, encore une fois, la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis imposent un rapport de force sur les puissances moyennes. Quand est-ce qu'on commence à se dire, ah ben tiens, nous aussi, tu vois. Et c'est un peu ce qu'a commencé à dessiner le Premier ministre du Canada. Les USA peuvent se passer du reste du monde, mais pas éternellement. Bah oui, ils ont quand même besoin d'équilibrer leurs ressources et leur commerce, quoi. Et leur peuple est beaucoup trop pauvre pour qu'il y ait un boom de la consommation qui renfloue les caisses des États-Unis, quoi. Donc inviter les dirigeants réunis à Davos, ça se rendra à l'évidence, l'ordre mondial tel qu'on l'a connu n'existe plus. Soyons clairs, nous sommes en pleine rupture et non en pleine transition, a dit le Premier ministre du Canada dans cette allocution prononcée dans le cadre du Forum économique mondial. L'ancien ordre ne reviendra pas, inutile de le regretter, a-t-il ajouté. Sans nommer le président américain Donald Trump, M. Carney a indirectement critiqué la guerre commerciale lancée par les États-Unis contre le Canada et la plupart des autres pays dans le monde. Les grandes puissances ont commencé à utiliser l'intégration économique comme arme, les droits de douane comme moyen de pression, l'infrastructure financière comme outil de coercition et les chaînes d'approvisionnement comme des vulnérabilités à exploiter, a dit le dirigeant canadien. Il déplore également l'affaiblissement de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions, notamment l'Organisation mondiale du commerce ou encore de la COP sur les changements climatiques. Donc globalement, il est en mode, globalement, genre, c'est bon, là, les grandes puissances, elles ont commencé à être agressives envers nous à coup d'instruments de coercition économique. C'est bon, là, donc la guerre, elle est là. Si la guerre économique est là, on répond avec des outils de guerre économique. C'est le principe de la guerre. C'est on t'attaque, tu réponds, quoi. Donc, Mark Carney dépeint un portrait assez sombre de l'état de l'ordre mondial actuel, évoquant la fin d'une fiction agréable et le début d'une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Et c'est assez marrant parce que quand tu regardes ça d'un point de vue décolonial, d'un point de vue qui s'intéresse aux pays du Sud, à l'impérialisme en règle générale, t'es en mode, ah mais putain, vous en avez mis du temps pour rendre compte que vous aussi, vous étiez les Yankees de l'hégémon, quoi. Mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, je pense que la France, comme elle se considère comme un empire et elle pense à la stabilisation, à la consolidation de son propre empire, la France, du coup, ne peut pas considérer qu'elle est la colonie d'un autre. Tu ne peux qu'être le plus gros poisson dans la mare, quoi. Tu ne peux pas être à la fois un empire et également une colonie. Et bah si, pourtant. Et pourtant, c'est possible. Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que les plus puissants s'exemptaient de leurs obligations lorsque cela les arrangeait, et que le droit international s'appliquait avec une rigueur variable selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Et ça, intéressant cette citation, tu vois. Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que l'idée de droits humains, de l'Organisation des Nations Unies qui met des règles qui sont valables pour tout le monde, on savait que c'était du pipeau. Tout le monde savait que le droit international, globalement, c'était pour foutre en prison des dirigeants africains qui étaient un petit peu trop socialistes pour nous. Et c'était un petit peu en substance ce que dit le Premier ministre canadien. Mais on a tous accepté de fermer les yeux parce qu'on croyait qu'on était les gagnants de ce système. Son discours, il a beaucoup été souligné parce que c'est lui-même qui l'a écrit. C'est vraiment genre, il tenait vraiment à ce que ce soit un truc écrit par lui, qui est vraiment en mode, bon, vas-y, on fout un pavé dans la mare et on est en mode, vas-y, allez, stop. On arrête de faire semblant. Voilà. Qu'un dirigeant occidental reconnaisse ça, c'est un changement. Mais de fou, hein. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a à la fois un aveu de culpabilité en mode on a merdé, on s'en rend compte que maintenant c'est la fin de l'innocence, etc. Et en même temps, quelque part aussi un aveu de faiblesse, quoi. Son portrait ne se veut toutefois pas complètement noir, puisqu'il affirme que des solutions sont possibles, mais qu'elles passent par la collaboration. Les puissances moyennes comme le Canada ne sont pas impuissantes, dit-il. Elles possèdent la capacité de construire un nouvel ordre qui intègre nos valeurs, comme le respect des droits humains, le développement durable, la solidarité, la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Donc il est en mode, globalement, et c'est un petit peu ce que je disais depuis quelques mois, voire quelques années, c'est qu'on est à un point de bascule de l'ordre international, qui est assez similaire au moment où, face à l'échec annoncé de la Société des Nations, des juristes, des politistes, etc., commençaient à se poser la question de quel autre ordre on met en place pour pallier aux faiblesses de la Société des Nations à l'époque. Et en fait, là, on est face au même truc où l'Organisation des Nations Unies et tout le système international, malgré son côté, oui, c'est une fiction, c'est tout ce que c'est une fiction, etc., arrive au bout de sa logique, y compris pour les gens qu'il est censé servir, parce que c'est le seul moment où les puissances moyennes font défection, c'est que le système qui était censé les servir commence à se retourner contre eux. Et donc, en fait, c'est le moment où se pose
pose la question de nouveaux types d'alliances, des alliances contre-hégémoniques qui vont à l'encontre de ça et qui rompent avec en fait ce système qui n'a jamais fonctionné et qui commence à nous desservir, et de refaire la partie, capacité à un nouvel ordre qui intègre nos valeurs comme le respect des droits humains, développement durable, la solidarité, la souveraineté, l'intégrité territoriale des États. C'est littéralement l'ONU, cet ordre-là. Mais en fait, comment remettre en place cette promesse-là sans que ce soit ce véhicule-là de l'ONU qui est en train de s'effondrer devant nos yeux. C'est flippant parce que la défaillance de la SDN a en partie conduit à la guerre. Disons que la défaillance de la SDN, ça a été en partie de ne pas pouvoir empêcher la guerre. Mais oui, du coup. Sur ce point, M. Carney a également réaffirmé le soutien du Canada à la souveraineté de l'Arctique et au droit du Danemark et du Groenland à déterminer l'avenir de l'île qui est convoitée par Donald Trump. Il a également réitéré l'attachement inébranlable du Canada à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule qu'une attaque armée contre un ou plusieurs alliés sera considérée comme une attaque contre tous. Donc il a dit, voilà, si le Groenland est attaqué, nous on répondra, voilà. Le Premier ministre canadien a par ailleurs appelé les autres puissances moyennes à s'unir pour faire face aux forces hégémoniques. Lorsque nous ne négocions que bilatéralement avec une puissance hégémonique, nous sommes en position de faiblesse, a-t-il expliqué. Nous acceptons ce qui nous est proposé et nous rivalisons entre nous pour être le plus conciliant possible. Ce n'est pas la souveraineté, c'est l'exercice de la souveraineté dans le cadre d'une situation de subordination. Et le problème, c'est que on a essayé, ça s'appelait l'Union européenne, et le problème d'une alliance, c'est que c'est fragile, c'est qu'une alliance, ça peut se travailler de l'intérieur pour se détruire et pour se disloquer. Et c'est là où on voit que Mark Carney reste un libéral, c'est qu'il fantasme encore la possibilité de faire une alliance contre-hégémonique où on serait tous d'accord pour dire Trump, c'est de la merde. Sauf qu'en fait, le jour où une personne de cette alliance fait défection, c'est finito aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comme l'union de la gauche de fou. Il y avait des articles de presse cette semaine au Québec qui disaient que l'état-major canadien planche sur un plan de défense en cas d'attaque des USA. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Mais parce que j'ai l'impression que le Canada, c'est les seuls qui prennent vraiment au sérieux les menaces états-uniennes. Les puissances moyennes doivent agir de concert, car si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Et c'est ça le truc. Le truc de si t'es pas à la table, si t'es pas littéralement Trump, tu te fais bouffer en fait. Les puissants ont leur pouvoir, mais nous avons aussi quelque chose, la capacité de cesser de faire semblant, de nommer la réalité et de renforcer nos liens familiaux et d'agir ensemble, a encore dit M. Carney. Il est de plus en plus nul mon accent québécois. Il a conclu son discours en vantant les atouts que représente le Canada selon lui. Une superpuissance énergétique possédant d'immenses réserves de minéraux critiques, des capitaux, des talents et des valeurs auxquelles aspirent de nombreux autres pays. Mais bref, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle du Premier ministre du Canada? Pourquoi je me prends d'une passion pour le discours du Premier ministre du Canada? C'est pour ces différents trucs. Tu vois déjà ce truc assez intéressant de est-ce que le monde a pivoté lors du forum de Davos? Non. Il y a eu des propositions, il y a eu des lignes de conduite qui ont été dessinées, notamment par le Premier ministre du Canada, qui reste encore une fois un libéral. Hein. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de protéger le capitalisme et nos impérialismes à nous. Parce que bon, désolé, mais oh là là, c'est vrai qu'on savait déjà que le système international était un système à deux vitesses et que globalement, ça servait surtout à taper sur les ennemis de l'hégémon états-unien. Bon, merci, on le savait, tous les pays du Sud le savaient déjà, ça fait des années qu'on crie ça dans le vide, oui, ok, d'accord, merci. Mais en effet, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce que fait Trump et ce qu'impose Trump, ainsi que toutes les alliances politiques et économiques dans lesquelles on se retrouve parfois un petit peu empêtrés parce qu'elles se retrouvent chacune verrouillées et bloquées dans leur délibération et dans leur capacité d'action forte face à une menace, en fait, ces alliances finissent par se retourner contre ceux qu'elles étaient censées servir, c'est-à-dire les puissances moyennes, c'est-à-dire les puissances qui ont du pouvoir économique, mais qui n'ont pas forcément le luxe de choisir leur alliance. Et en fait, ça qui est intéressant, c'est que en réalité, on a le luxe de choisir nos alliances. On peut choisir nos alliances. Mais pour des raisons politiques, économiques et historiques, on s'est amputé de cette capacité-là de choisir nos alliances. C'est pour ça que Macron, qui fait un appel du pied à la Chine, et qu'il le fait de la manière la plus arrogante possible, c'est parce qu'en fait, c'est juste, il suffisait simplement de demander. Il suffisait simplement de s'ouvrir. Mais en fait, comme les puissances moyennes se caractérisent par le fait qu'elles ont décidé de s'amputer de cette capacité de choisir leur truc et de se dire qu'elles étaient du camp de l'Occident, du camp de l'hégémon et qu'elles allaient se laisser faire ruisseler les bénéfices de la prospérité et de la Pax Americana, en fait, on se retrouve aujourd'hui cocu. Est-ce que le monde a pivoté à Davos? Non. Mais par contre, il a été posé quelque chose parmi les dirigeants des grandes puissances mondiales, c'est qu'on ne peut plus ignorer le fait que le monde a pivoté et que les règles du jeu ont changé et que maintenant on est les dindons de la farce et que soit notre pays devient une colonie des États-Unis définitivement et qu'on s'humilie jusqu'au bout et qu'on devient le jardin privé des États-Unis, soit on réfléchit à une autre marche à suivre. Alors la marche à suivre, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est individuellement pour chaque État de rechercher des alliances ici et là et de revenir finalement à une logique de bilatéralisme, c'est-à-dire qu'on va faire du bise avec la Chine et puis ensuite avec l'Inde et puis après plus trop avec la Chine mais avec le Canada et ensuite après le Canada, etc. On fait tout pour évacuer
évacuer les États-Unis de nos échanges internationaux, soit, comme ce qu'a proposé le Premier ministre canadien, on construit une nouvelle alliance des États occidentaux cocus des puissances moyennes pour se doter d'une plus grande puissance de réponse, etc. Encore une fois, moi je trouve que c'est une fausse bonne idée, parce que bon, l'Union européenne, une des raisons qui l'amène aussi à ça, c'est que en voulant construire une alliance qui défende des valeurs, des machins, etc., en fait, elle s'est retrouvée dans une incapacité totale à penser une articulation stratégique, mais c'est aussi à cause de la soumission à l'ordre libéral et aux lois du marché aussi, bref. Mais ce qui s'est passé à Davos, c'est qu'il a été posé officiellement de la part de globalement tous les dirigeants des puissances moyennes que maintenant on passe en phase défensive et qu'on peut plus faire semblant que tout va bien et qu'on peut raisonner avec Trump. Non, là on passe en phase défensive et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc le monde n'a pas pivoté à Davos, mais le monde est en train de pivoter et l'enjeu c'est est-ce qu'on a trop de fierté pour se rendre compte qu'on est complètement les cocus de l'histoire, quoi. Enfin voilà, alerte, accord trouvé entre le Danemark et les États-Unis pour une solution pacifique autour du Groenland. Après maintenant, c'est la conclusion d'un accord pour le Groenland. L'accord va être annoncé très bientôt. Il nous donne tout ce dont nous avions besoin. Vice-président américain Jake Vance, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff vont être chargés de mener les pourparlers sur le Groenland. Le président a aussi fait machine arrière sur sa décision d'imposer des surtaxes douanières de 25% contre 8 pays européens. C'est une des volte-face dont il a le secret. C'est pas une volte-face dont il a le secret, c'est qu'il avait déjà un plan en tête d'utiliser le Groenland pour faire pression pour obtenir un truc et qu'il a obtenu le truc qu'il voulait. Genre, bref. Après des semaines de menaces, de convulsions boursières et de tensions diplomatiques, Donald Trump a annoncé mercredi 21 janvier dans un message sur son réseau Truth Social avoir trouvé les bases d'un futur accord avec l'OTAN pour le Groenland et décidé en l'état de ne pas imposer de droits de douane supplémentaires contre des pays européens à partir du 1er janvier. Au cours d'une réunion très productive que j'ai eue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, nous avons conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et en réalité de toute la région arctique, a écrit le président américain sur son réseau depuis la station de ski suisse où il participe au Forum économique mondial à Davos. Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas de droits de douane qui devraient entrer en vigueur le 1er février, a ajouté Trump. Il n'a donné aucun détail sur le contenu de ce cadre. Il a aussi évoqué des discussions supplémentaires, blablabla. Nous avons le cadre d'un accord avec le chef de l'OTAN. Je pense que ce sera un très bon deal pour les États-Unis. Nous allons travailler ensemble pour quelque chose concernant l'Arctique dans son ensemble et le Groenland en particulier. Donc, comme je le disais depuis le début, Trump ne veut pas annexer le Groenland. Il veut obtenir des trucs économiques, militaires, spécifiques, les routes maritimes, les machins. Et il fait pression et il fait peur à l'Union européenne pour que l'Union européenne se chie dessus et lui laisse ce qu'il veut. Bref. Tous les Européens vont revenir lécher le cul de Trump. C'est une catastrophe. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a eu une discussion très productive avec Donald Trump. Les négociations entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis se poursuivront pour garantir que la Russie et la Chine ne puissent jamais s'implanter économiquement ou militairement sur l'île. Donc, traduction, pour que les États-Unis aient la priorité et la primauté et l'hégémonie sur la jouissance de l'île. Génial ça. Il applique à la lettre son Art of the Deal de merde. Ah bah, ça c'est clair que The Art of the Deal, si t'as une armée à ta disposition et que t'es la première puissance mondiale, c'est plus pratique que si t'es un bozo qui fait foirer toutes ses entreprises, quoi. Dans l'après-midi, Trump avait déjà un peu calmé le jeu en excluant pour la première fois d'utiliser la force pour mettre la main sur le Groenland. Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force, avait-il déclaré lors de son discours. Donc c'est encore plus officiel, on est des petites salopes. Bah voilà, du coup, c'est un petit ajout à mon sujet sur le forum de Davos. Le monde a-t-il pivoté? Non, on est toujours les petites putes des États-Unis. Voire même pire qu'avant. C'est une catastrophe. Dernière minute, les premiers détails de l'accord Trump-Groenland ont été révélés. Cela concerne des petites parcelles de terre pour les États-Unis. Parce que leur base militaire, ça leur suffit pas. Les États-Unis impliqués dans les droits miniers du Groenland. Tiens, comme par hasard, qui vont pouvoir extraire les trucs miniers qu'ils veulent. Là, c'est génial. Durée de l'accord indéterminée. Ah ben génial. Conçu pour bloquer l'influence russe au Groenland. Oui, bien sûr, oui. Trump cherche à obtenir des terres, des minéraux et une défense dans le cadre d'un seul accord. Oui, bah c'est ça. C'était déjà prévu à l'avance. C'est déjà ce qu'ils voulaient. Voilà, on leur donne des petits comptoirs commerciaux au Groenland. En plus, c'est fou le degré d'impérialisme de ce truc. Genre, allô, c'est bon, on est retourné à l'époque des comptoirs commerciaux et des concessions internationales. Ah ben oui, c'est vrai, on fait pareil en Afrique, j'avais oublié. Genre, c'est bon, bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.